Bonjour et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver ce matin du 30 janvier. Oui, déjà un mois découlé pour ce nouvel an. Occasion pour nous de renouveler justement encore ces vœux qui sont émis et partagés tout au long de ce mois de janvier. Vœux de santé, vœux de prospérité, d'amour et aussi de bonheur, pourquoi pas, oui, de joie et de bonheur pour tous, Inch'Allah. Dans cette matinale, nous débuterons par un point météo, puis nous retrouverons aussi Ham Kennouch qui nous parlera aujourd'hui de la symbolique de la pharmacologie. On va un petit peu décrypter ces symboles en particulier et voyager avec ces récits. Dans cette matinale, nous aurons aussi l'occasion de retrouver Riyad Belkhadim qui nous parlera encore de toute l'actualité du CHAN, Championnat d'Afrique des Nations. Et bien sûr, nous recevons aussi dans cette émission plusieurs invités. Cap d'abord sur le Salon des expositions des Pins maritimes, la SAFEX, qui reçoit du 2 au 4 du mois de février le salon consacré à la lutte anti-cancer, à toute l'information liée au cancer. Et à cet effet, nous sommes ravis ce matin de retrouver la présidente de l'association Al-Amal, une des associations pionnières en matière de lutte anti-cancer, Madame El-Khattab, Hamida, nous parlera justement de cet événement avec de plus amples détails. Et bien sûr, les associations sont en force dans cette édition puisque nous recevons également le président de l'association Al-Amal et comme son nom l'indique dans la traduction, bien sûr, on retrouve quiétude, on retrouve sécurité. Et c'est de cela qu'il s'agit, car cette association a pour vocation la protection essentiellement et la préservation du consommateur. Nous parlerons essentiellement avec le représentant de l'association, son président en l'occurrence, M. Mnowar Hassan, des dangers du monoxyde de carbone ce matin. Alors, dans cette matinale, nous avons quand même un petit rayon de soleil, des couleurs aussi à travers une exposition qu'on mettra en relief par la présence de son auteur. Il s'agit d'Ahmed Salah Bara, donc cet artiste qui nous vient de Soukaras et avec qui on aura un brin de causette, un brin de discussion autour de son univers artistique et plastique. Et puis voilà, qui est dit par rapport à cette matinale. J'espère que vous apprécierez les thématiques qu'on vous propose ce matin. Et bien sûr, comme dit au début, voici tout de suite les nouvelles du ciel avec Amal Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, oui, merci. Toute élégante en robe. Oh, merci. Ça me va, ravie. C'est gentil. Comment va ce matin? Eh ben, on va vers l'amélioration. Ah d'accord. Et pourquoi vous faites cette loupe? Ah bah voilà. Il faut bien, d'accord. Oui, mais bon. Un petit peu de chaleur pour apprécier la fraîcheur, un petit peu de fraîcheur pour apprécier la chaleur. Exactement, mais bon. Voilà, mais j'aurais aimé. Vous avez tellement râlé que le froid a été vraiment rigoureux. On a eu une dose, hein, quand même. Bien dosé en tout cas. Bon, mais je pense quand même qu'on est dans des températures assez... toujours assez froides quand même. Assez basses, hein. Oui. Entre 6 et 7 aujourd'hui. Oui, le temps reste froid, tout à fait, sur les régions intérieures et surtout les hauts plateaux, oui. Très bien, j'ai trop palabré, je vous laisse parler. Merci Nadia. Merci. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui encore, le temps restera froid sur une grande partie du pays, mais plus vers l'intérieur et le haut plateau, sous un ciel passagèrement nuageux, mais ces nuages seront parfois assez denses sur le centre et l'est du pays. On aura de la brume matinale sur les hauteurs de l'ouest et le centre, du brouillard givrant. Donc, soyez très très prudents si vous êtes en voiture, mais le ciel restera toujours passagèrement nuageux tout au long de la journée, qui peuvent donner quelques pluies par endroits vers le centre et l'est, mais l'amélioration se fera sentir en soirée. La moitié sud également, on aura un temps tantôt nuageux et tantôt ensoleillé vers le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara et les oasis, mais ailleurs rien à signaler, le soleil sera au rendez-vous. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront de saison. Le minimum 6 degrés seulement à Al-Bayat, 7 Djelfa, 9 Tiaret, 8 Sétif, 11 à Batna, 13 Tizi Ouzou, 15 degrés à Alger, au Naba, 16 degrés à Tlemcen. Au sud, 12 degrés seulement à Béchar, 13 à Gardaïa, 16 du côté de Biskra, 19 Ilizi, 21 Tindouf, 19 degrés également du côté d'Adrar, 20 degrés Insalah, Tamanrasset et Janet et 23 à 27 degrés à l'extrême sud.
sud. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera un peu agitée sur les côtes centre, mais agitée sur les côtes ouest et est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et est. Les vents seront de secteur est à nord-est vers les côtes ouest et ouest à nord-ouest sur les côtes est. Vers le centre, eh bien, les vents varieront entre 10 et 30 km/h et seront de secteur nord-est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h11. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. Et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment C'est pour moi qui remercie. tous ces détails. Vous parliez de givre, vous parliez de neige, n'est-ce pas, Amel? Ouais. Et bien sûr, on va vous offrir des images pour illustrer vos propos, pourquoi pas? Oui, on a eu de belles images On a- sur les réseaux sociaux. Vraiment, franchement. on s'est régalé ces Ah dernières oui. journées. Donc, La nature franchement, était belle. Hein. Voilà, on a découvert des talents parmi les citoyens qui se sont Exactement. déplacés dans leur région, dans Des leur amateurs. propre région. Oui, exact. Voilà, mais aujourd'hui, on a un amateur qui de belles images. Il s'agit de Nadir Mahdit, Ah oui, qui est notre collègue, collègue. voilà, chargé du son, qui se met aussi à prendre de très belles images qu'il partage avec tous. Et on va justement découvrir son parcours. Une association est née avec pour seul motif et motivation la protection du consommateur. Il s'agit de l'association Al-Amen et comme son nom l'indique, je le disais tout à l'heure, Al-Amen dans sa traduction signifie quiétude, sécurité et je pense que notre invité nous en dira davantage. Nous avons plaisir de recevoir aujourd'hui le président de cette association, monsieur Menouar Hassan. Bienvenue. Merci, bonjour et je suis très ravi d'être là ce matin en cette belle journée hivernale où il fait froid parce que ça nous remonte le moral. Ça remonte le moral, effectivement, de savoir surtout que des personnes comme vous et tous les bénévoles autour de vous s'inquiètent de la santé du citoyen, du consommateur de manière générale, s'inquiètent aussi par rapport à ces bilans qui s'alourdissent de plus en plus concernant les décès dus au monoxyde de carbone, entre autres. Oui.
Ben oui, c'est un sujet qui nous inquiète beaucoup. Ça nous fait plaisir quand il fait froid, quand il neige, quand il pleut. Absolument. Mais ça nous fait peur parce qu'à chaque fois, on enregistre des décès. Des décès qui sont causés par ce monoxyde, ce tueur qui est silencieux. Et on a beaucoup de morts qui sont vraiment évitables, qu'on aurait pu éviter. Absolument. Des années, je m'en souviens, donc les années 2000, même la fin des années 90, les pouvoirs publics, les institutions ont organisé tout le temps, en cette période, des campagnes de sensibilisation. Oui, nous accompagnons souvent Oui, ces les médias campagnes aussi. de sensibilisation, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, est-ce que vraiment c'est la meilleure Voilà, des solutions? Est-ce justement. que c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas un maillon qui manque quelque part? Absolument. Effectivement. Et en 2014, donc, dès qu'on avait eu l'agrément, et on s'était dit, c'est un grand sujet, parce que non seulement c'est des livrets de famille complets qui se fermaient, parce que monoxyde de carbone, en général, tue toute une famille, parce que ça se passe le soir, Ça se passe la nuit. souvent le soir, quand tout le monde dort, effectivement. Et même pour l'image de l'Algérie, ça ne convenait pas. Donc, on avait organisé une journée scientifique, technique, où on avait invité des experts, des universitaires, des institutions, des administrations, et on a fait un petit constat. On a évalué le travail qui a été fait auparavant de sensibilisation, et on s'était dit que ce n'était pas suffisant, que la sensibilisation seule ne suffisait pas. Donc, il fallait introduire des solutions techniques. C'est-à-dire que vous avez tenté, un petit peu comme tout le monde, ces journées de sensibilisation bien très sûr. techniques, voilà. On y avait, entendu. même avant de créer l'Amen, j'étais dans d'autres associations. J'avais beaucoup travaillé sur des campagnes de sensibilisation, mais après, je me suis dit, non, ça ne marche pas, parce que, d'ailleurs, même on avait vu des copies, enfin, on a essayé de copier ce qui se faisait à l'étranger. On avait vu qu'à l'étranger, dans des pays développés, et ils avaient installé des détecteurs de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone dans les foyers, pour éviter justement ces accidents. Et on s'était dit que si la sensibilisation seule aurait marché, eh ben, elle aurait marché même au niveau des routes. On n'aurait pas introduit une loi qui obligeait les Algériens à mettre la ceinture de sécurité. Oui, par exemple, ça c'est un très bon exemple, effectivement. Voilà. Donc il fallait qu'il y ait une réglementation sévère, il fallait qu'il y ait de la répression, il fallait qu'ils faire des procès-verbaux, il fallait sanctionner financièrement pour que les Algériens, ou tout le monde dans le monde, mettent la ceinture de sécurité. Donc on s'était dit que c'était le moment. Donc depuis 2014, qu'on essaye de faire introduire ce détecteur de monoxyde de carbone. Maintenant, il y a d'autres exemples. Un peu partout dans les foyers. Et de 2014 à 2016, on avait installé même une commission technique dans l'association où d'autres intervenants externes participaient. Et on avait élaboré même un texte, un projet de texte de loi qu'on avait soumis au pouvoir public pour rendre obligatoire ce détecteur dans les foyers. Oui. Finalement, En fait, c'est ce qui vous démarque un petit peu des autres associations. C'est une proposition concrète que vous avez offerte au pouvoir public et à tous. Oui. C'est-à-dire que vous avez été vers des solutions techniques à même de protéger justement les foyers. D'abord, nous, on écrit beaucoup. On écrit beaucoup, donc toutes nos propositions sont tout le temps écrites. C'est des recueils de propositions qu'on fait annuellement et qu'on dépose chez les pouvoirs publics. Il n'y a pas que pour le détecteur, donc même pour tout ce qui est transport en commun, pour tout ce qui est alimentaire, pour tout ce qui est santé, pour tout ce qui est sécurité dans le bâtiment en général, sécurité routière, véhicules. Donc on essaie d'écrire parce que je suppose que même les pouvoirs publics, même le président de la République, il a été clair, il a dit que j'ai besoin d'une société civile qui accompagne l'administration et qui nous soutient dans les décisions, dans la recherche de solutions. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. En citant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres, a émis des directives très claires quant à cette protection du citoyen par rapport au monoxyde de carbone. Il a fait même mieux que nous, parce que nous, on avait proposé à ce que la Sonelgaz vende ces détecteurs dans leurs agences commerciales avec un paiement différé. C'est-à-dire que si le client se présente pour payer une facture, on lui donne un détecteur. C'est une manière de l'obliger à prendre un détecteur
il ne le paye pas de suite, il le paye après, donc c'est une déduction des factures. Le président de la République, maintenant, il a ordonné à Sonelgaz de le faire installer gratuitement. Voilà, donc il a fait encore mieux que nous. En parlant de Sonelgaz, justement, nous avons un reportage, Monsieur Mnower, excusez-moi de vous interrompre, nous avons un reportage qui, justement, met en relief les efforts consentis par cette entreprise nationale quant à la protection du citoyen contre le monoxyde de carbone. Et c'est un reportage qui nous est édité par Jahmoun Majda, et c'est parti. Vérifier le chauffage, c'est-à-dire et la tuyauterie, et le chauffage, et le chauffe-vin, et la cuisine. Sitôt contacté par Mohamed, l'équipe technique de la Sonelgaz s'est rendue à son domicile pour vérifier son installation de gaz. Pour éviter tous les dégâts, j'ai appelé Sonelgaz pour la vérification et je conseille tout le monde de le faire. On s'est déplacé pour vérifier l'installation intérieure. Le client a appelé le 3303 où l'équipe technique s'est déplacée sur le lieu afin de tout vérifier et de régler des éventuelles anomalies. Seuls 8000 clients sur les 9000 que compte la Sonelgaz ont recours à ce service, pourtant indispensable au vu du nombre élevé des victimes du monoxyde de carbone. Les audits effectués par la Sonelgaz révèlent souvent de nombreuses anomalies. Après vérification de l'installation intérieure du client, on a trouvé plusieurs anomalies, manque de conduit d'évacuation, absence de l'aération en plus, le tuyau qui a expiré depuis 2019 et qui est mal placé. Face à cette situation et au risque qu'encourt le client, l'équipe technique a dû couper son alimentation en gaz. Là, on est obligé de couper l'alimentation en gaz vu le danger qui se présente. Même le client il est d'accord parce que c'est sa vie qui est en danger. On est là pour préserver la sécurité du client. Ce tueur silencieux a causé la mort de 103 personnes en 2022, 47 depuis le début de l'année et 402 autres victimes secourues. Les campagnes de sensibilisation de la protection civile s'intensifient également, notamment en période hivernale. Elles appellent à l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone pour plus de sécurité. Le détecteur de monoxyde de carbone, c'est un moyen de plus en matière de prévention, de lutte contre les accidents d'intoxication au monoxyde de carbone. En installant ce moyen, cet outil, au niveau du domicile, près du moyen de chauffage ou le chauffe-bain, pas à côté, il faut laisser toujours 1 mètre ou 2 mètres, c'est un moyen d'alerter. Un petit appareil qui ne paie pas de mine, méconnu chez la majorité, mais qui peut sauver des vies. Disponible dans tous les magasins spécialisés, un investissement plus que nécessaire vu les circonstances. Tous les vendeurs d'électroménagers doivent obligatoirement vendre les chauffages avec cet appareil. Et pour éviter tout incident, les spécialistes préconisent avant tout l'adoption de bons gestes, comme l'aération quotidienne du domicile pendant au moins 10 minutes, car le monoxyde de carbone est inodore, incolore et non irritant. Si toutefois vous ressentez des maux de tête ou vous vomissez, sortez vite de chez vous et appelez immédiatement la protection civile. Voilà, c'était là le reportage de Majda Jahmoun qui nous a permis un petit peu de voir ce dispositif déployé par la Société nationale Sonelgaz en vue de protéger le citoyen. C'est un petit peu votre combat. Et d'ailleurs, les membres, plutôt les personnes qu'on a vues dans le reportage, entre autres Madame Farida Slimane, et puis également donc Nassim Barnaoui, donc de la protection civile, sont vos partenaires dans l'association. Absolument, même l'Arièche Boudhar aussi, du commerce. Donc on travaille. Il fait un temps où ils n'étaient pas vraiment embarqués dans cette idée du détecteur, mais tant mieux que maintenant ils y sont. Et comme on a vu, avec tous les problèmes qu'on pourrait avoir dans un domicile. Parce que maintenant, on a une certaine culture de consommation qui est ce qu'elle est. Absolument. Maintenant, on doit l'admettre. On doit l'admettre qu'à travers toutes ces campagnes de sensibilisation, à ce jour, en 2023, il y a des gens qui utilisent des chauffages sans évacuation de gaz brûlé et qui font des montages sans avoir un professionnel. Donc, ils n'attendent pas le rendez-vous du plombier chauffagiste et donc ils font des installations, je dirais, très aléatoires. Et donc, connaissant tout ça, on s'est dit qu'il n'y a que le détecteur qui pourrait sauver les vies. Voilà, à la limite, quand il n'y a pas de normes qui sont respectées, au moins on est... D'abord, vous savez, le fait qu'un citoyen ait placé ça chez lui, avec cette petite ampoule rouge-là qui clignote, donc déjà, ça éveille une petite conscience en lui qu'il pourrait avoir un problème.
Il pourrait y avoir un problème. Et en plus, je donnerai aussi l'exemple d'un airbag dans un véhicule. Parce que le détecteur en lui-même ne va pas empêcher l'accident. L'airbag dans un véhicule n'empêche pas l'accident. Absolument pas. Mais s'il y a un accident, il va diminuer les risques de décès. Donc peut-être que le conducteur pourrait se faire blesser, mais pas mourir. Il peut y avoir des morts dans un accident qui est terrible. Absolument. Le détecteur, c'est la même chose. Donc pour nous, en tant qu'association Aman, c'est pour réduire le nombre de décès, pas d'éliminer le nombre de décès. C'est pour cela que ce détecteur seul ne va pas suffire. Mais en tout cas, depuis 2014, ce combat a apporté ses fruits dans la mesure où voilà, on a adopté votre solution. Au bonheur des Algériens, maintenant on attend ce qu'on attend. On est là aussi avec la Sonalgaz pour les accompagner, pour les soutenir, pour aller très vite, du moment qu'il fait encore froid, pour installer le maximum de détecteurs. Oui. Et pour cela, donc, on a aussi nos idées, c'est d'aller d'abord l'installer dans les régions où il y a beaucoup plus de risques. Donc on a des régions dans le sud où on n'a jamais enregistré de décès parce qu'on se chauffe moins et on se chauffe beaucoup à l'électricité du moment que l'électricité elle est moins chère de 50%. Oui. Là c'est un constat, c'est une étude qu'on avait faite. Et aussi éviter ou bien ne pas perdre du temps à l'installer un peu partout parce qu'il y a des logements qui sont dotés de chauffage central. Du moment que quand on a un système de chauffage central, on n'a pas de risque de monoxyde de carbone. Et puis il y a des zones, il y a des statistiques qui disent qu'il y a dans certaines zones, dans les hauts plateaux notamment, où le risque il est énorme. Donc on doit commencer dès maintenant rapidement à installer une grande quantité dans ces zones avant la fin de l'hiver. L'association Aman ne s'est pas arrêtée là. Donc nous sommes aussi depuis 2016 en train de faire pression sur les pouvoirs publics pour généraliser le système de chauffage central. Parce que avec le chauffage central, on n'a pas du tout de risque. Déjà dans les nouvelles cités qui sont construites par l'État, entre autres le LPP, le LPP, maintenant ils sont dotés. L'ADL aussi, ça commence. L'ADL, pas tous. Un peu moins, mais pas tous. Oui, le social, pas du tout, malheureusement. Et aussi les particuliers. Donc pour nous, comme ça se fait dans les pays développés, on n'allume pas un feu comme ça énorme dans un hall au milieu de la maison, où on ramène du gaz de vide jusqu'au milieu de la maison, donc au centre carrément. Et on fait évacuer des gaz brûlés au milieu de la maison. Là, c'est vraiment l'architecte, mesdames, messieurs, qui parle, parce que voilà, j'ai oublié de dire que M. Mlouer était architecte à la base. Il connaît bien la configuration des appartements. Voilà, absolument. Donc c'est ce qu'on a. Donc on a tous le grand chauffage là. C'est un chauffage qu'on n'utilise pas dans les pays développés. Il faut qu'on l'utilise. Hein. Donc, et pour nous, donc, on ne peut pas l'arrêter directement et dire aux Algériens ne l'utilisez pas, mais on dit qu'on va d'abord transiter vers le chauffage central. La chaudière pour le chauffage central, elle est installée à l'extérieur. Le gaz, il est à l'extérieur. L'évacuation, elle est à l'extérieur. Donc, tous les risques d'explosion, de monoxyde, de mauvaise évacuation, de fuite de gaz se font sur le balcon, loggia, dans un espace extérieur à l'air libre. Oui, à la maison, on a l'eau chaude qui arrive, l'eau sanitaire qui arrive dans la salle de bain, sans qu'il y ait de chauffe-bain à l'intérieur. On a le chauffage qui arrive par l'eau chaude dans les radiateurs, sans qu'il y ait de risque. Donc, pour nous méritons bien en tant qu'Algériens d'avoir et ce confort et cette sécurité. Ça coûte un peu plus cher, évidemment, ou bien même ça coûte plus cher, parce que c'est à l'ordre de 4 à 5 fois plus cher que ces installations traditionnelles. Mais je considère que nous, les Algériens, parfois, on investit dans ce qui n'est pas utile. Par exemple, on aime bien les grands écrans TV un peu dans toutes les chambres. On aime bien les smartphones high-tech de dernière génération. On aime bien changer de véhicule et rajouter beaucoup d'argent, mais on n'investit pas dans le chauffage. Sa propre sécurité ou son confort, voilà. Effectivement. Donc, et aussi, on a des familles avec le pouvoir d'achat qui n'arrivent pas et qui n'arriveront jamais à le faire. À peine s'ils ont terminé leur construction, à peine s'ils ont acquis leur logement. Donc, pour cela, on a été aussi demandé au ministre des Finances d'instruire les banques d'octroyer des crédits sans intérêt, rien que pour l'installation du chauffage central. L'État va y gagner, parce que de toute manière, c'est toute une industrie de chaudières et de radiateurs qu'on va lancer. On va protéger notre environnement parce que ça dégage moins de gaz brûlé et ça consomme moins de gaz. Donc on va faire des économies sur le gaz et on va éviter qu'il y ait des morts comme ça, que ce soit pour les êtres humains que nous sommes, que ce soit pour l'économie nationale, parce qu'un décès, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Le travail des pompiers, c'est beaucoup d'argent. Ces campagnes de sensibilisation, mais c'est aussi triste d'entendre parler d'un décès comme ça par une... C'est une mort bête, quelque part, de monoxyde de carbone. Pour nous, en tant qu'association, un décès est inacceptable. J'irai même plus loin. Un chat
qui meurt de ça est inacceptable. Oui, donc même un animal est inacceptable. Donc sans compter le nombre. Donc on n'aimerait pas qu'il enregistrait encore ça. Et puis aussi pour l'image de l'Algérie. Donc moi j'aime pas cette image, on montre qu'on est en train de mourir de phénomènes pareils. C'est pour cela que maintenant qu'on remercie beaucoup Monsieur le Président de la République d'avoir instruit qu'on installe ces détecteurs, et on attendrait aussi maintenant qu'on fasse beaucoup d'efforts. Il faudrait aussi que les pouvoirs publics agissent, parce que le Président de la République ne va pas ordonner tout. Donc il a donné des directives qui devraient être suivies. Et à nous maintenant de trouver des solutions. Maintenant, on doit aller vers le chauffage central partout. Il se fixait un programme, dire que dans 3 ans, par exemple, il n'y aura plus ce genre de chauffage dans nos maisons, et on sera plus tranquille. Et nous, en tant qu'association, on va penser à autre chose, on va travailler sur autre chose. Et moi, en tant que citoyenne, je suis un petit peu rassurée de savoir que vous travaillez vraiment en étroite collaboration, donc les services de santé, la protection civile, on l'a vu tout à l'heure, qui était aussi en déplacement avec les éléments de Sonelgaz, et puis vous, en tant que société civile. Voilà. Eh ben, écoutez, avant-hier, on avait tenu notre assemblée générale. Il y avait M. Bernaoui, il y avait des gens de Sonelgaz. Ça fait combien? Ça fait combien pour l'association? On existe depuis 2014, donc quand même 9 ans. 9 ans, et en tant qu'association nationale depuis 5 ans. Et avant-hier, on avait renouvelé un petit peu notre équipe. On a organisé une assemblée générale. Et M. Bernaoui de la protection civile était présent avec nous, les gens de la Sonelgaz, de la CREG, l'INES, CREA. Donc tout ce monde-là, le ministère du Commerce avait désigné un représentant, parce qu'on travaille ensemble, parce qu'on collabore. On a tous le même objectif, c'est d'améliorer le cadre de consommation en Algérie, assurer plus de sécurité, prévenir notre santé, avoir une meilleure santé publique, et on est tous concernés. Donc les médias aussi, même les médias étaient avec nous, donc du moment que vous êtes des partenaires, nos partenaires, sans les médias, on ne pourrait pas aussi bien transmettre nos messages, ni bien sensibiliser les citoyens. Donc il y a encore beaucoup à faire, et j'espère que cette collaboration, ce partenariat puisse avoir encore de meilleurs fruits à l'avenir. Et beaucoup d'écho. Effectivement, on est ravis en tout cas de vous recevoir aujourd'hui, Monsieur Mnawar. Vous êtes le président de l'association Al-Amen, et vous nous avez permis de parler de ce sujet très sensible et qui concerne directement le citoyen, l'atteinte ou les décès dus au monoxyde de carbone. Donc bien sûr, on vous recevra avec plaisir, peut-être au mois de Ramadan, pour parler aussi de la diversification des viandes, parce que ça a été un de vos combats, et voilà, vous l'avez bien mené également. Et puis, je pense que la prochaine étape pour vous, c'est l'énergie et la gestion des déchets. Oui. Du moment que 2023 devrait être l'année de l'économie pour l'Algérie. Donc on doit aller très vite, très rapidement. Maintenant, on a appris qu'à travers les problèmes géopolitiques dans le monde, à travers cette guerre qui est entre la Russie et l'Ukraine, et on a vu ô combien l'énergie était une arme. Et nous avons de l'énergie, alhamdoulilah, donc nous avons des ressources, mais que nous allons devoir aussi préserver pour le futur. Absolument. Parce que le futur est inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver en 2035, en 2040. C'est des ressources qui sont périssables, qui sont pas éternelles, qui ne sont pas durables. Donc on va devoir les préserver. Et on doit commencer maintenant à les préserver. Donc pour nous, en tant qu'association Amen, pensant à ces consommateurs du futur, on voudrait interpeller tout le monde, les pouvoirs publics, les consommateurs, les opérateurs, de l'importance d'économiser l'énergie. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait de la performance énergétique dans tout ce qu'on fait, dans l'électroménager, dans les constructions et dans l'éclairage surtout, parce qu'on gaspille beaucoup. En tout cas, on parlera de tous ces aspects probablement dans une autre rencontre. Émission, Inch'Allah. Aujourd'hui, on s'est concentré surtout essentiellement sur le monoxyde de carbone, et on a été ravis vraiment d'avoir votre vision par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, nous avons parlé également d'un autre partenaire, la Sonelgaz, qui continue justement sa campagne de sensibilisation, et nous accompagnons cette campagne. Et on les accompagne aussi. Vous aussi, voilà. Exact, oui. Et donc on vous remercie, on vous souhaite de passer une agréable journée. C'est moi aussi. Et bon vent pour toutes les actions. Je vous remercie aussi pour cette bonne occasion de bon matin, de parler aux Algériens de ce sujet qui est très très important. Absolument. Et pourvu qu'il fasse encore froid, qu'il neige encore, mais on doit faire attention. Donc, détecteur ou pas, il faudrait faire attention. La maman à la maison qui ferme la porte le soir, après que
tous ces enfants soient rentrés, elle doit veiller aussi à entrouvrir une petite fenêtre pour aérer la maison. Ça, c'est très important. C'est excellent comme conseil. En tout cas, on terminera avec ce conseil, M. Mnower. Ravi de vous avoir reçu ce matin. Vous êtes le président de l'association Al-Aman. Et bien sûr, en parlant de Aman et de sécurité, c'est aussi le combat de Sonelgaz. On le voit à travers ce spot publicitaire qui précédera l'arrivée de nos invités. Voilà, mes invités sont déjà là. Bon, il y a aussi un membre de l'équipe. Il s'agit de Siham Kennouch. Bonjour Siham. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Ah bah super. Voilà. Fraîchement, mais bien. Non, mais ça va. Moi j'aime bien le froid comme ça quand ça me pince le matin. J'ai pas envie. Non, mais il y a ma couette qui me colle à un moment. Après, bon, ça ira. Difficile de s'en défaire. Oui, mais c'est là que je découvre que la séparation est très difficile et très douloureuse. Oui. On est ravis en tout cas de retrouver donc Madame Khattab Hamida, donc qui est secrétaire générale de l'association Al-Amal. On est ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Comment Bonjour, allez-vous? Ça va, merci. Comment se portent nos chers bénévoles qui justement travaillent d'arrache-pied depuis des années, parce que vous êtes une association pionnière pour ce qui relève de la lutte anti-cancer. Tout à fait. Toujours motivée, engagée, dévouée justement pour cette cause, la lutte contre le cancer. Inch'Allah, on arrivera tous ensemble à le faire reculer, Inch'Allah. Inch'Allah. Nous avons dépassé de loin le mois d'octobre, mais la sensibilisation, la mobilisation est toujours présente. Et pour preuve, vous préparez un grand événement dédié à l'information justement pour tout ce qui relève du cancer. Tout à fait. Alors, on organise la 6e édition du Salon d'information sur le cancer. Ça va être, Inch'Allah, le 2, 3, 4 février. On l'organise avec le ministère de la Santé, sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République. Et c'est à l'occasion de la Journée mondiale du cancer, qui est le 4 février. En fait, c'est un salon d'information par excellence. Et en fait, vous savez, aujourd'hui, on a bien compris que la lutte contre le cancer, ça commence bien sûr par investir dans la prévention. Parce qu'au fait, quand on découvre les cancers à des stades précoces, on peut parler de guérison, on peut changer cette réalité. On peut parler d'espoir, effectivement. Exactement. Au fait, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de cas qui arrivent à des stades avancés, beaucoup de cancers. On parle peut-être un peu plus sur le cancer du sein. On enregistre plus de 15 000 nouveaux cas, plus de 4 200 décès par an. C'est la moyenne de 15 femmes qui décèdent par jour d'un cancer du sein. Mais aussi pour les autres pathologies cancéreuses, en fait, c'est le même drame. Par exemple, je peux vous citer par exemple l'exemple du cancer de la prostate. En fait, on parlait du cancer de la prostate. On en parle de plus en plus dans notre pays. Exactement, parce qu'au fait, il commence à prendre de l'ampleur. Au fait, il y a quelques années, on parlait de la prostate, en fait, du cancer de la prostate chez les hommes.
Au fait, à un stade, je dirais à 70 ans, 75 ans, 80 ans. Maintenant, on parle du cancer de la prostate chez l'homme à 45 ans, à 50 ans. Et le drame, c'est que les 2 tiers arrivent chez nous, au fait, au niveau des centres anti-cancer, à des stades métastatiques. Or que le cancer de la prostate, c'est un cancer qu'on peut éviter par excellence, comme le col de l'utérus chez la femme, comme le cancer colorectal. Mais l'Algérien n'aime pas aller chez le médecin. Je parle de l'homme, hein. La femme se soigne, elle est sérieuse. Je sais pas ce qu'elle va pas. Oh, pas très. Oui, exactement, exactement. En fait, d'ailleurs, c'est pour ça. Moi, en fait, que la femme était plus. Et surtout, notamment, je rejoins ce qu'a dit Madame, notamment quand il s'agit des parties intimes. Là, il y a beaucoup de femmes qui. Il y a de la pudeur. Il y a de la pudeur, effectivement. Elles ne partent pas. C'est un tabou, tout à fait, pour certains. Il y a le col de l'utérus, mais aussi il y a le rectum. Oui. Et il y a des femmes qui ne veulent pas. Donc, elles arrivent trop tard. Oui. Tout à fait. Au fait, quand même, on a avancé par rapport il y a quelques années, comme par exemple pour le cancer du sein, on n'osait même pas en parler. Mais maintenant, quand même, on arrive à voir des femmes, au fait, des patientes atteintes de cancer du sein à des stades quand même précoces. Ils osent maintenant, en fait, elles osent quand même en parler, maintenant en témoigner, parler de son expérience et tout par rapport aux années précédentes. Mais quand même, il y a du travail, en fait, il reste du travail. En fait, ce sont les fruits de tout ce qui est diffusé dans les médias, en termes de sensibilisation. Exactement. Votre déploiement, l'accompagnement justement des médias a apporté quand même ses fruits depuis des années. Bien sûr, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que je vous disais que l'information. Il y a des stars qui ont participé à cette sensibilisation. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont exactement. Il y a beaucoup de gens. En fait, c'est tout le monde qui est engagé. Les autorités, les professionnels de la santé, les parents des patients ou les patients eux-mêmes, la presse, en fait, les médias et tout, qui nous ont vraiment aidés. En fait, les associations de patients. Tout le monde est impliqué parce qu'en fait, tout le monde est responsable. Tout le monde a une responsabilité dans cette lutte. Ça ne dépend pas d'une seule personne ou d'une seule instance mais c'est un travail qu'on doit tous le faire et tous ensemble et tout pour lutter réellement contre ce cancer. Et puis comme je disais tout à l'heure, ça commence par l'information parce que des fois on n'a pas cette information exacte, j'allais dire, parce que des fois on parle mais on ne sait pas par exemple si on a un dépistage dans cette pathologie cancéreuse, même s'il y a un dépistage, c'est quoi, comment, où et quand surtout le faire. Par exemple pour le cancer de la prostate, je parlais de la prostate tout à l'heure, à partir de 45 ans, 50 ans, il faut justement faire une consultation, un toucher rectal et les taux de PSA et ça peut nous éviter justement d'emblée l'atteinte par le cancer de la prostate. Et l'aggravation de la situation. Exactement. En tout cas, vous parliez justement de toutes ces informations qui seront distillées justement lors de ce rendez-vous que vous avez prévu 2, 3 et 4 du mois de au niveau de la SAFEX. Février, au niveau de la SAFEX. Oui. Mais en fait, il y a un spot publicitaire, on ne va pas tout dire, on va laisser les images nous en parler. Ok. Sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République Abdelmajid Tebboune, à l'occasion de la Journée mondiale du cancer, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'association LML d'aide aux personnes atteintes de cancer, organise la 6e édition du Salon d'information sur le cancer, et cela les 2, 3 et 4 février, au Palais des Expositions Pin-Maritime, SAFEX, sous le slogan « Sur le cancer, soyons tous informés ». Des espaces dédiés de la prévention à l'accompagnement après cancer, en passant par le dépistage et les traitements, des ateliers, des consultations et le diagnostic précoce. Tout cela se fera avec des médecins spécialistes qui vous y attendent. Soyez au rendez-vous. Voilà, le SICAN 2023, c'est laquelle des éditions C'est la 6e édition. C'est la 6e édition, c'est dire que voilà, ça gagne en pérennité, donc ça a sa nécessité. Et donc, voilà, vous répondez quand même à une demande qui est importante. Tout à fait. Au fait, c'est un rendez-vous quand même important. On essaye de l'améliorer, bien sûr. Cette année, il va y avoir des consultations, comme vous venez de voir. Il va y avoir des consultations du dépistage, des consultations de dépistage pour pratiquement plusieurs pathologies cancéreuses, surtout les plus répandues en Algérie, à savoir le cancer du sein, le col, le côlon, les cancers hématologiques aussi, on en parle rarement. L'oncopédiatrie, les cancers des enfants
Aussi, il va y avoir des équipes de spécialistes, des spécialistes du CHU Mustapha, CHU Bebloued, Bnimsous, Parné aussi. Ils seront sur place et tout pour répondre à toutes les questions, pour montrer et inculquer certaines conduites à tenir pour les parents, surtout les mamans des enfants atteints de cancer, pour dire voilà comment il faut. Là, pendant que vous parlez, beaucoup de questions viennent, voilà. Et justement, on parle beaucoup des adultes, mais qu'en est-il des enfants, justement? Tout à fait. C'est bien que vous leur réserviez comme ça un espace. Exactement. Ah, ils auront vraiment un espace, d'ailleurs, bien décoré. C'est difficile de se dire mon enfant a un cancer racine. Oui. C'est difficile, on ne peut pas se l'imaginer carrément. C'est une horreur. Oui. Ah, vraiment, c'est vraiment difficile d'avoir un enfant atteint d'un cancer. C'est difficile de le voir souffrir parce qu'il est petit, le pauvre. Et puis on le voit. Oui, bien sûr. Et puis, au fait, des fois, on passe à côté de certains signes d'alarme et tout, justement parce qu'on n'a pas cette information, on ne connaît pas réellement. Si on voit par exemple un œil qui louche, ou là, je ne sais pas, que ça peut cacher par exemple un rétinoblastome, ou là, on ne connaît pas certaines choses justement. C'est important d'informer, de dire. Et puis même si on a d'emblée un enfant qui est déjà atteint, qui est sous chimio, radiothérapie, où il est là, en rémission et tout. Par exemple, comment je dois réagir, par exemple, s'il a une fièvre le soir, ou est-ce qu'il peut, par exemple, avoir un petit chat, est-ce qu'il peut, par exemple, prendre l'eau du robinet, est-ce qu'il peut jouer, est-ce qu'il peut... En fait, beaucoup de questions et tout, là où le parent n'a pas vraiment cette information exacte et sûre. Voilà, et ça va être une opportunité, en fait, pour tout le monde, pour avoir... En fait, ça va être ce salon d'information qui se tiendra le 2, 3, 4 février au niveau de la SAFEX, le pavillon B. Ça va être vraiment une opportunité pour tous. En fait, pour les personnes saines, déjà pour avoir cette information dans un objectif bien précis qui est la prévention. Par exemple, connaître les signes d'alarme, les facteurs protecteurs, les facteurs de risque. Au fait, parce que ce salon, il est organisé par thématique. C'est des espaces, par exemple, un espace prévention, un espace diagnostic, dépistage, traitement, l'accompagnement après traitement, c'est important aussi. Le volet psychologique, il y sera. On aura d'emblée des ateliers pour la thérapie de groupe, pour le groupe de parole, où les patients ils vont venir justement sur place pour partager leur expérience, essayer de rassurer, de s'assurer, d'avoir... et ça sera encadré par des psychologues. Oui, c'est des psychologues experts du CPMC et aussi de BLIM Social Wipa. Ah ben justement, j'allais y venir, j'allais vous dire, et qu'en est-il des structures hospitalières par rapport à cet événement et de la tutelle elle-même, celle qui parraine justement le ministère de la Santé? Enfin, les structures, ils sont vraiment... C'est une équipe très, très engagés. En fait, tous, c'est les CHU, les EHS, les EPSP, vraiment, ils sont en train de travailler et de préparer des choses extraordinaires, des supports pour bien expliquer, des quiz, les équipes, même des professeurs, des médecins, des maîtres assistants et tout, il y a des spécialistes qui sont vraiment bien préparés. D'ailleurs, on a eu la dernière réunion de préparation hier à la DSP, à la Direction de la Santé d'Alger, là où on a fait le dernier point et tout pour dire est-ce que l'équipe est prête, et tout le monde est prêt, très engagé, dévoué et tout, justement, pour réussir cet événement, le 2, 3, 4 février, Inch'Allah, pour répondre au maximum. Et ça coïncidera avec le week-end, donc c'est vrai qu'on espère qu'il y aura une belle affluence. Inch'Allah, d'ailleurs, justement, on lance un appel à tout le monde, d'ailleurs, c'est tous, d'ailleurs, je l'ai dit, ça va être une opportunité pour tous, les personnes saines, justement, pour avoir cette information sur la prévention et comment se prévenir. Par exemple, on aura, je vous ai dit, on aura des espaces pour tous les facteurs de risque et les facteurs protecteurs, à savoir la lutte contre le tabac, l'alimentation saine, l'activité et cancer, l'allaitement maternel aussi. En fait, plusieurs... Et les traitements. C'est géré par des équipes spécialisées, même les traitements. En fait, tous les traitements, radio, la chirurgie, en fait, toutes les pathologies, ils seront représentés par des experts. Les cancers de la peau, ophtalmique, l'ORL et des consultations. Même, il va y avoir des consultations pour le col, le sein, le colorectal. Il va y avoir de la coloscopie sur place et tout, des prélèvements, des analyses. En fait, il prend vraiment le tout sur place. Vraiment, même si vous voulez juste un avis d'un expert, en fait, des questions, un dossier et tout, ça va être vraiment un rendez-vous, une opportunité pour rencontrer ces spécialistes et poser toutes les questions. Je vous remercie beaucoup, Madame Khattab. Franchement, on sait que ça a une relation avec une pathologie, avec quand même un contexte assez difficile, le cancer, etc. Mais grâce à vous, on a envie d'y aller.
Eh ben, c'est J'ai très envie bien. de dire, Siham. Oui. Je suis tentée j'espère d'aller. vous voir. J'espère. Très bien. Donc Inch'Allah. vraiment personnellement convaincue bravo. de la bravo Merci, pour ce avec que vous plaisir. faites. Franchement, en tant qu'association C'est un devoir. Al-Amal, on est toujours fiers de Et votre de votre comme mobilisation dans ce sens, votre combat. Et en parlant justement des traitements, c'était pour tendre une perche un petit peu à mon amie ici présente, Siham Kenouch. Siham Kenouch doit nous parler justement de la symbolique de la pharmacologie, ou alors des symboles utilisés en pharmacologie. Il y a des symboles, oui, des symboles qui sont très très connus, et quand on les voit, on pense à la pharmacopée, à la pharmacologie, etc. Ce sont les signes de pharmaciens. Donc qu'est-ce que c'est que ces signes? D'où viennent-ils? Est-ce que c'est des symboles anciens? Est-ce que c'est un reptile? Est-ce que c'est un serpent? Est-ce que c'est un bâton? Ça ressemble à quoi? Vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais juste vous raconter des histoires. Avec plaisir. Voilà. Est-ce qu'elles seront soutenues par des images? Oui, tout à fait. Donc nous avons ce signe qui est pratiquement dans toutes les pharmacies. Nous avons une coupe. Et on a l'impression que le serpent, ça c'est très vieux, le serpent boit de cette coupe, où il va chercher l'eau de cette coupe. Alors, ce qu'on voit ici, on l'appelle le caducée d'Hermès. Alors, c'est en fait un bâton avec des ailes qui rappellent une divinité latine ou plutôt grecque, qui est Hermès. Hermès qui est le messager des dieux et la divinité qui représente les commerçants. Avec deux serpents qui s'entrelacent donc autour de ce bâton qui essaye d'arriver jusqu'en haut. C'est pratiquement la même chose qu'on retrouve dans le signe d'aujourd'hui, à part que le signe d'aujourd'hui, nous avons par exemple, si vous retrouvez l'image qui est en vert, j'aimerais bien la voir, c'est plus récent. Alors le dessin qui est en vert, ce sera super bien. Oui, parce que ce sont les couleurs de la pharmacie. Très bien, voilà. Alors celui-là est plus récent. Voilà. Nous avons la coupe d'Hygie. Alors, Hygie qui est la déesse de la santé, d'où le mot hygiène, n'est-ce pas? Donc Hygie, il y a une coupe, et le serpent qui essaye de boire ou d'y mettre peut-être son venin à l'intérieur de cette coupe. N'oublions pas que le venin du serpent peut aussi servir en pharmacie et dans l'application ou la préparation de certains remèdes. D'accord, mais d'où ça vient tout ça? Pourquoi il y a toujours une coupe? Pourquoi dans le bâton d'Hermès il y a toujours ce bâton et puis il y a le serpent? On n'inverse pas les rôles, c'est à nous de vous poser la question. En fait, c'est ça le deal. Si on a parlé d'Hermès, la mythologie gréco-romaine, si on a parlé aujourd'hui de la coupe d'Hygie, en fait c'est c'est plus ancien que ça. Le caducée est d'origine babylonienne. D'accord. Première civilisation du monde. Pas première, les Sumériens étaient là avant. Oui, c'est la Mésopotamie de toute façon. Voilà, c'est la Mésopotamie. Donc justement, on va chercher le caducée babylonien chez les Sumériens. Et il y a cette grande épopée, ou la première épopée humaine, qui raconte l'histoire de Gilgamesh. Alors Gilgamesh qui était un roi et qui avait un ami, et qui c'était comme des frères en fait. Et l'ami, qui porte le nom de Enkidu, est mort, il est décédé. Donc pour essayer de trouver un remède à la mort, il fait un grand voyage. Il a essayé de rejoindre un certain Utanavashtim dans la mythologie sumérienne, qui est associé, qu'on associe aujourd'hui avec notre Nuh alayhi salam. Donc il a essayé de joindre ce Utanavashtim pour lui donner le secret de la vie éternelle, pour revenir de la mort. Alors justement, Gilgamesh va chercher Utanavashtim, il discute avec Utanavashtim, et Utanavashtim l'oriente vers un endroit où pousse la plante de la vie. Gilgamesh, après un périple, etc., un voyage, des aventures et tout, il arrive jusqu'à cet endroit, il trouve effectivement la plante de la vie, il l'arrache de son coin et il en rentre chez lui. Mais sur le chemin, il trouve une cascade d'eau, et lui, il était très fatigué, et il voulait boire de l'eau fraîche, etc. Alors, il plonge pour se baigner dans cette cascade, dans ce petite cascade d'eau, et il laisse justement la plante de la vie sur ses vêtements. Et c'est là où le monsieur serpent arrive pour avaler donc la plante de la vie, et donc il n'y a plus de retour de la mort. Du coup, Gilgamesh est rentré bredouille, comme on dit en arabe,
Voilà. Et le serpent se régénère tout le temps. Bah oui, il mue. Le serpent mue. D'où le symbole de la vie. Et c'est pour ça qu'on symbolise. Vous voyez que l'ancien caducée, donc celui d'Hermès, l'ancien caducée aussi, celui de Babylone, et le nouveau aussi, celui qu'on retrouve partout chez nous, chez les pharmaciens. Il s'agit toujours d'un serpent. C'est le serpent qui a volé la plante de la vie de Gilgamesh et qui, le serpent mue, qui donne la vie, en guérit à travers le venin du serpent, avec le remède du serpent. Mais nous, on ne revient jamais de la mort. Oui, absolument. Donc voilà, c'est comme... malheureusement. Là, sur cette photo, on voit le caducée babylonien. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui disent « mais personne n'est revenu pour nous dire comment ça se passe. » Et là c'est très ancien. Vous voyez ces gravures? Oui. Là, c'est très, très ancien. Alors, justement, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors quand on voit ces serpents s'entrelacer comme ça, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Des serpents qui s'entrelacent, est-ce que ça... Autour d'un bâton, comme ça. Est-ce que ça rappelle un dessin ou un schéma ou quelque chose qui nous rappelle peut-être la médecine actuelle? Cherchons pas dans l'histoire, mais si on cherchait... l'ADN. Exactement. Ah, l'ADN, l'enchevêtrement. Oui. Bah oui. Ce dessin existe donc. Oui. Est-ce que ces anciens savaient que l'ADN existait? Est-ce qu'ils ont déjà donné une idée de l'ADN du moment qu'il y a cet enlacement de ces serpents schéma, oui. Et le schéma existe? Donc, est-ce qu'ils connaissaient cette médecine? Je ne sais pas, je ne pourrais répondre. Oui. En tout cas, encore moins moi. Le serpent, donc, a pris, voyez, regardez, ils s'entrelacent, ils vont vers le haut, mais nous avons l'impression de voir l'ADN humain. Et la question reste posée. Voilà. Donc, un serpent qui mue, un serpent avec qui on guérit. Le venin existe toujours. C'est toujours d'actualité. Et, en Mésopotamie, il y a eu des jardins suspendus qu'on n'a jamais pu copier. Ah bah oui, bah écoutez, donc vous savez peut-être le secret de la vie. C'est une autre histoire de Sémiramis. Un jour, je vous raconterai. Donc Sémiramis, n'est-ce pas? Avec plaisir. Inch'Allah. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sirène. Merci infiniment, Madame Khattab, de nous avoir permis d'annoncer. Donc on va rappeler quand même à ceux qui n'étaient pas avec nous et qui viennent de prendre le train en marche qu'un salon dédié à l'information relative au cancer se déroulera au Parc Maritime, la SAFEX, donc le Palais des Expositions abrite ce grand événement qui va justement rassembler, allez-y, donc... Voilà, il va réunir tous les acteurs de la lutte contre le cancer, des médecins spécialistes, les associations de patients et tout. Ça va être le 2, 3, 4 février prochain au pavillon B, la SAFEX. Soyez au rendez-vous. Voilà, l'association Al-Amal y sera, mais également beaucoup de spécialistes et qui répondront à peut-être vos interrogations du moment. Donc, on espère que vous serez nombreux à cet événement. Inch'Allah. Vraiment, j'ai envie de lancer l'appel autant que vous. Merci beaucoup, Madame Khattab, de nous avoir apporté cette motivation. Et puis, on souhaite un prompt rétablissement à toutes les personnes qui souffrent du cancer actuellement. Donc, Inch'Allah, Rabbi Shafihum. Donc, tout de suite, on va parler de la santé du corps à travers le sport, bien sûr, avec notre ami Riyad Belkhadim qui se prépare en coulisses. Mais avant, on va un petit peu planter le décor comme d'accoutumé. Profitez encore de cette chanson très stimulante qui accompagne le CHAN, Championnat d'Afrique des Nations. C'est pour tout de suite, mesdames, messieurs. From Algeria to all Africa, you know how we do. مرحبا مرحبا وهي أحبابنا مرحبا 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 وهي أحبابنا مرحبا 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 وهي أصحابنا مرحبا 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 وهي أحبابنا مرحبا مرحبا بضيافنا مرحبا مرحبا بحبابنا مرحبا حلوا البيبان حلوا البيبان مرحبا
نغري والد قلت لهم أفريقيا سنتا ترام أفريقيا سنتا ترام نغري ونغار التمدام نغري والد قلت لهم أفريقيا سنتا ترام أفريقيا سنتا ترام إيتي سراو إدمشلان أيت مار التمدام إيتي سراو إدمشلان أيت مار التمدام إيتي سراو إدمشلان أيت مار Et voilà, nos amis sont bien installés. Meriem Moussaïd en l'occurrence. Bonjour Meriem. Bonjour Nadia. Ça va? Très bien. Vous, on vous laisse pour le dessert, n'est-ce pas? Ça marche. On va commencer par le sport puisqu'on l'a déjà annoncé. Riyad Belkhadim est là pour vous servir et vous donner un petit peu l'actualité du Chan. Bonjour Riyad. Bonjour mesdames. Bonjour. Eh ben, en entrée, on va parler du match de demain. Avec plaisir. C'est pas le match coup près mais presque. Hein. On aura le Niger en face de nous. Et c'est le dernier barrage. On parlait de barrage juste avant, pendant le clip. C'est vrai, le barrage voilà. Là, on parlait de météo et de barrage. C'est vrai qu'il a beaucoup plu et tant mieux, c'est de bon augure pour tout le monde. Et donc, je disais, cette équipe du Niger très séduisante. Beaucoup de paramètres, on peut en parler tout à l'heure. On va d'abord parler du programme de l'équipe. Alors, les protégés de Majid Bouguera quittent Sidi Moussa. Vous savez, Sidi Moussa, c'est le QG, c'est le quartier général des équipes nationales. Vers 9h30, ils doivent donc aller à Oran. Il y a une conférence de presse qui est prévue à 12h30, animée par Bougui, par Majid Bouguera. Il sera accompagné de Ayman Mahiouz. Alors, vous savez qui est Ayman Mahiouz? Le buteur du dernier match. Enfin, c'est le meilleur buteur de la compétition, du tournoi. J'ai bien retenu la leçon. Qui s'est complètement métamorphosé et libéré. L'attaquant de l'USMA, qui était parfois pris par le doute dans son club. Là, il est complètement relâché. Il a été porté par le public du stade Mandela. Et là, il est complètement libéré. Le reste de la journée, alors, il y aura une séance vidéo vers 17h15. Vous savez que pour superviser les adversaires, on fait des séances vidéo comme ça de tous les matchs. Et généralement, on a un staff assez étoffé. Il y a un staff où il y a 2 défenseurs. Majid Bouguera, qui était défenseur central. Il y a un attaquant, Karim Matmour, qui lui était attaquant, donc il s'occupe plus des attaquants. Donc ils vont visionner chacun le compartiment qu'il faut. C'est-à-dire que pour les attaquants, on va plus visionner les défenseurs, les défauts peut-être ou les lenteurs de certains défenseurs adverses. C'est comme ça qu'on prépare. C'est un petit peu comme certains animateurs qui reçoivent leur fiche avant voilà. Tout à fait, tout à fait. On le voit maintenant, on travaille beaucoup avec la vidéo. On mâche le travail pour justement donner l'essentiel. Notamment également dans le handball par exemple, où j'avais suivi l'équipe nationale pendant ses déplacements au championnat du monde et en Coupe d'Afrique des Nations. Les gardiens de but par exemple, quand ils vont jouer à l'adversaire, sur les tirs au but,
il regarde les spécialistes de tir au but de l'équipe adverse pour voir est-ce qu'ils ont tendance à plus tirer à droite qu'à gauche, etc. Donc il travaille et c'est assez important. Ensuite, 17h30, juste après la séance vidéo, il y a une séance d'entraînement à Oran pour s'adapter. Pourquoi je dis s'adapter? Parce que l'équipe de Bouguera a beaucoup joué à Baraki. Elle n'a joué qu'à Baraki, à Mandela, depuis le début du tournoi ici à Alger, alors que le Niger, dans son groupe, était à Oran. Il n'a pas bougé d'Oran et c'est un avantage assez particulier parce qu'on a ses repères au bout de quelques matchs. Il y a une grande différence entre Mandela et Miloud Hadfi d'Oran, le stade olympique où il y a eu la cérémonie des Jeux méditerranéens, c'est que c'est un stade olympique. À Oran, il y a une piste d'athlétisme autour. C'est plus grand, c'est comme le 5 juillet. On a une impression de grandeur, d'espace. Le public est plus loin, il n'est pas proche de la pelouse. C'est important que je dise ça parce que souvent, je discute avec les joueurs, le public, pour mettre la pression sur l'adversaire, il doit être proche de la pelouse, à l'image des stades anglais par exemple. Les stades anglais, les supporters sont limite sur la touche, ils sont là, on les entend vociférer et crier. Là, le public est plus loin, on espère d'ailleurs que le stade sera rempli demain. Mais avec la densité, la voix portera très Mais fort, l'impression, la sensation est différente. On espère que l'impact ne sera pas important. Il y a les habitudes. Il y a Sidi Moussa aussi. Avant le début du tournoi, l'équipe était déjà à Sidi Moussa, je pense, en stage plusieurs jours avant le début. Donc ils sont à huis clos, en vase clos, on va dire, depuis presque un mois. Au même endroit, à Sidi Moussa, ils ont leurs repères, même s'ils vont emmener leur cuisinier avec eux, etc. Mais les choses ont changé. Ça, c'est un paramètre à prendre en compte. On va voir si ça sera important demain. Alors, ensuite, il y aura donc une séance ouverte aux médias. Et puis, à 20h30 jusqu'à 22h30, c'est les soins, les petits bobos à régler, les massages, etc. C'est important parce qu'il y a parfois des micro-blessures, des micro-fissures dans les muscles. Et c'est avec des séances comme ça de massage qu'on règle tout ça. Et on règle les petits soins. Normalement, l'infirmerie est vide en ce qui concerne l'équipe. Alors, sur ce match... Je suis sûre que Mariam rêve d'un massage. Sans la regarder, je suis sûre qu'elle y pense. Je sais pas, il faut voir le planning d'Air Algérie, peut-être qu'il y a encore des vols sur Oran. Parce que je sais que le staff a beaucoup de kinés. Alors, on va regarder ce sujet sur ce match Algérie-Niger, comment les deux équipes se sont qualifiées et également le grand rendez-vous oranais. On regarde. Toute la ville d'Oran attend avec impatience de vivre cet événement particulier au stade Miloud Hadfi d'Oran qui s'apprête à accueillir mardi prochain à partir de 17h la première rencontre officielle d'une sélection algérienne de football depuis son inauguration en juin 2022. Il est vrai que les sélections A et A' se sont déjà produites dans ce nouveau joyau du sport national dans le pays, mais il s'agissait de rencontres amicales dont la toute première remonte à 2020 lorsque la sélection des A' s'était imposée largement face au Libéria 5-1. À l'époque, l'entraîneur Majid Bouguera entamait un long processus de construction d'une équipe nationale composée exclusivement de joueurs locaux en prévision de cette CHAN 2022 qui se tient depuis le 13 janvier en Algérie. Après 4 sorties au nouveau stade Nelson Mandela, les protégés de Bouguera se sont déplacés à Oran pour affronter le Niger pour l'avant-dernière étape du tournoi africain. À Oran, tout le monde est impatient de voir évoluer et soutenir les Verts, qui feront pour la circonstance leur 3e apparition dans le stade Miloud Hadfi, où ils ont déjà joué en octobre dernier, souvenez-vous, une 2e joute amicale face au Soudan, victoire à l'époque 2-0. Après avoir franchi la forteresse ivoirienne dans le tournoi, nos locaux trouveront en demi-finale les surprenants Nigériens. Le MENA vendra cher sa peau en tentant de nous barrer la route vers la finale au temple de Berké. La sélection du Niger a créé la surprise de ce CHAN des joueurs locaux après avoir passé l'écueil du Ghana. Les Black Stars, battus 2-0 au stade Miloud Hadfi, ils ont donc fait signer au Niger une qualification historique au dernier carré de la compétition. Une équipe nigérienne avec un football direct, très séduisante,
Elle sera redoutable et difficile à battre. Mais à ce stade de la compétition, il ne reste aucun calcul possible. Le système défensif de Bougui, même s'il n'est pas très séduisant à regarder, il sera mis à rude épreuve devant les Nigérians. Mais peu importe la manière, seule la victoire sera belle. Finalement, on se retrouve face au Niger, ce pays voisin, donc un derby africain. Un derby africain et puis seule la victoire sera belle. Il n'y a que la victoire qui compte. Hein. On peut très mal jouer et puis au final, si on plante, on l'a vu Mahious à la fin, avec son rugissement, il suffit d'un petit but et puis on passe. C'est pas important. Et puis une fois en finale, là il n'y a plus de calcul à faire. D'ailleurs, vous connaissez l'expression, les finales ne se jouent pas. Elles se gagnent, les finales. Elles se gagnent, voilà. Effectivement. Alors, on va rester à Oran. Il y a le comité d'organisation fait bien les choses depuis le début. On va voir un peu le côté organisationnel avant ce match. On partira après à l'Est. Il y a aussi un dispositif de transport pour les supporters dans toutes les localités oranaises pour s'assurer que les 40 000 places du stade Miloud Hadfi soient complètement rempli. Nourdine Henni, qui est à Oran depuis le début de la compétition pour nous, pour vous surtout, pour suivre pour Canal Algérie les péripéties de toutes les équipes et demain l'équipe nationale, nous a envoyé ce sujet sur le transport avant ce match Algérie-Niger. Oran El Bahia s'apprête à revivre les magnifiques moments des récents Jeux méditerranéens avec le déroulement de la demi-finale qui opposera mardi prochain les poulains de Majid Bouguerra à une surprenante équipe du Niger. À 48 heures du match, c'est la ferveur et tout le monde attend avec impatience de voir le 11 national au stade Miloud Hadfi. Tous les tickets ont été écoulés, le stade va afficher complet. Et à cette occasion, le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour organiser le déplacement des supporters algériens et nigériens d'Oran vers le magnifique stade. Une organisation qui se veut parfaite, comme nous l'explique M. Mustafa Slimani, membre de la commission du transport du Chan. La commission de transport a deux catégories, celle des volontaires au nombre de 35 et celle des 60 conducteurs. La commission a choisi des points de départ tels que Hay Planteur, Hay Nord, Hay Sid El Bachir et bien d'autres. Et cela à la grande satisfaction des nombreux supporters. Cette excellente initiative du transport des supporters va permettre aux services de sécurité de leur faciliter la tâche. Je suis de Sidi Bachir et j'ai appris qu'il va y avoir des emplacements de bus pour notre déplacement vers le stade. Rien n'est laissé au hasard et après le stade Nelson Mandela de Barraqi, le complexe Miloud Hadfi, à son tour, va vibrer pour les Fennecs. Et tout le monde souhaite la victoire et le retour à Alger pour la finale. Le stade va vibrer et nos cœurs avec également, n'est-ce pas, Riyad ? Et on espère qu'ils vont venir avec la victoire, parce que tout le monde les attend à Alger pour cette finale. Justement, la finale qui était prévue à 20h, eh bien, les organisateurs ont changé l'horaire, enfin ils l'ont un peu décalé. Ce ne sera plus 20h, c'est 20h30, pour laisser un peu la place à la cérémonie de clôture juste avant, et puis pour laisser les gens arriver tranquillement au stade de Nelson Mandela de Barraqi. On espère y être. Alors, j'espère que ça aussi ce sera de bon augure pour cette demi-finale. On connaît le nom de l'arbitre, c'est le Sud-Africain, alors je vais y arriver, Thomas Bongil, voilà. Alors il a déjà arbitré l'Algérie dans ce tournoi, il a arbitré le match d'ouverture Algérie-Libye qu'on avait remporté 1-0. On espère qu'il nous portera encore chance. C'était donc le premier match. Il sera assisté donc de ses deux assesseurs, les mêmes que lors du premier match. Et puis pour terminer, alors deux infos. Alors vous savez que l'équipe nationale des joueurs locaux concerne les joueurs qui jouent dans le championnat local. Absolument. Mais le Chan, c'est aussi une vitrine pour que les joueurs s'exportent.
il y a plein de journalistes étrangers, européens notamment, et aussi ce qu'on appelle les spécialistes du scoutisme. C'est quoi le scoutisme? C'est les spécialistes du repérage des joueurs qui viennent, qui observent les bons joueurs, Ceux etc. qui alimentent les mercatos. En fait, c'est un marché. C'est comme une foire. C'est un marché. C'est un très bon marché du football africain. C'est pour ça que je dis le football local, le football de notre continent. Il y a 2 joueurs qui ont déjà réussi à quitter le championnat. C'est d'abord Kandoussi, qui est un joueur indispensable dans le dispositif de Bouguera. Alors, premier questionnement, c'était Kandoussi qui vient de signer avec le prestigieux club égyptien du Ahli, le Ahli du Caire, devait donc quitter la sélection. Dès qu'on signe hors continent, hors de son pays, on n'est plus apte à jouer avec la sélection locale. Le Ahli a publié un communiqué où il a dit, pour permettre à Kandoussi de finir la compétition, je le laisse à la disposition de l'équipe nationale jusqu'à la fin du tournoi, parce que le Ahli joue dans quelques jours le championnat du monde des clubs, même si Kandoussi n'est pas concerné par la compétition, il était invité avec le Ahli. Là, il reste à la disponibilité du club, reste à s'assurer que, en ce qui concerne la CAF, Kandoussi peut vraiment jouer alors qu'il a signé dans un autre club. On ne voudrait quand même pas subir des réserves de la part de l'équipe nigérienne qui pourrait faire une réserve sur le joueur. Voilà pour... Et puis, Alibi également, Laribi, l'attaquant de l'équipe nationale qui vient de signer, hier ça a été annoncé, avec une équipe de seconde division saoudienne, mais gageant que beaucoup de joueurs pourront, peut-être Mahious, pourquoi pas, voir des propositions de clubs à l'étranger. Alors, Aladia, on a parlé Ils auront l'occasion de rencontrer Ronaldo. Oui, très certainement. Ah oui. C'est vrai. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs algériens qui jouent en Arabie Saoudite. Il y a notamment Boulhi qui est en Arabie Saoudite. Alors, on va terminer. On était à Oran. Là, on va faire un bilan des villes de Annaba et de Constantine. Il n'y aura plus de match, ni à Annaba ni à Constantine. C'est terminé. Il y aura, hier, c'était notre invité, Rachidou Qassi, le président du comité d'organisation. Il avait dit il y a encore possibilité de remplir les stades parce qu'il y aura des écrans géants pour pouvoir voir la finale et les demi-finales à Oran et à Constantine. Mais là, déjà, Smaïl Belkhadia peut tirer un bilan des organisations dans les villes de Constantine et de Annaba. On regarde ce sujet. Après avoir accueilli le premier tour et une rencontre des quarts de finale durant le Chan, les 2 sites de Constantine et Annaba peuvent se targuer d'avoir honorablement accompli leur mission organisationnelle, tant il est vrai que la réussite était au rendez-vous à la fin de chaque rencontre. Il faut reconnaître que les 2 villes n'ont pas lésiné sur les moyens pour être fin prêtes en mobilisant la logistique nécessaire pour hisser les infrastructures sportives à un niveau international, puisque les stades 19 mai 56 d'Annaba et Shahid Hamlaoui de Constantine ont fait peau neuve pour la circonstance et ont réussi à faire l'unanimité tant au niveau des membres de la CAF qu'au niveau des équipes ayant joué leur match dans les 2 villes. L'autre grande réussite, c'est la présence en masse du public lors des rencontres, puisque les spectateurs se comptaient en dizaines de milliers à chaque confrontation, suscitant l'admiration des équipes présentes, étonnés de voir autant de monde alors que l'équipe nationale algérienne n'était pas sur le terrain. Étant un facteur très important, le public, par sa présence massive, a grandement contribué au succès de cette compétition continentale. À cela, il faut également ajouter l'aspect touristique et culturel qui a ébahi les visiteurs de Constantine et d'Annaba, qui ont fait honneur à leur réputation de ville historique et accueillante. Quant aux infrastructures hôtelières, elles étaient aux normes mondiales pour que les délégations soient dans les meilleures conditions d'hébergement durant leur séjour. Le satisfecit est amplement justifié pour Constantine et Annaba qui ont été retenus par la Confédération africaine de football pour abriter les rencontres de la prochaine CAN des U17 au mois d'avril prochain, confirmant si besoin est que tout est favorable pour accueillir la CAN 2025 en Algérie.
Voilà. Oui, Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, Riyad, pour ce résumé. Bonne chance au vert. Bonne chance. Bien sûr, oui, bonne chance. 1, 2, 3. On croise les doigts pour vous. Voilà, vive à l'Algérie. Inch'Allah. Alors, merci beaucoup pour ce compte rendu. Et puis voilà, j'espère qu'ils seront nombreux à encourager l'équipe nationale. On est de tout cœur avec les Verts, oui. C'est bien sûr. sûr. Mais comment? Demain, les drapeaux et tout. Oui, alors, la Marie, totale. voilà, comment ça va être avec les enfants? Oui. On va se maquiller et tout. Oui. Voilà, super. Mais en attendant, vous allez nous parler d'un fruit qu'on aime beaucoup au mois de Ramadan. Oui, effectivement. Donc, je vous fais découvrir ou redécouvrir, ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Etouina, donc ce petit fruit, ce petit agrume qui est méconnu dans certaines contrées, ça il faut le dire, mais que les Algérois et on va dire que certaines wilayas connaissent bien, surtout si ce sont des producteurs d'agrumes. Il y a toujours une petite production de kumquat, donc la kumquat qui est un tout petit fruit un comme tout ça, petit mais fruit, voilà. Donc la famille des agrumes, il faut savoir qu'il y a 2 ou 3 variétés de kumquat. Il y a la ronde, il y a la ovale. C'est un petit fruit, tout dépend de la variété, donc d'une variété à l'autre. De temps en temps, c'est la peau qui est sucrée, l'intérieur qui est acide. Et il y a certaines qui sont carrément complètement comestibles, pour peu qu'on soit pas vraiment, on va dire, allergique difficile à tout ce qui est manger comme difficile. ça. Non, mais il faut certains, vraiment, certaines variétés sont vraiment sucrées, hein, avec juste un petit goût acidulé à l'intérieur. Mais en fait, la peau, ce qui est assez étrange dans dans les agrumes, on sait très bien que c'est la peau qui est le plus acide, le plus amer. Pour la kumquat, non, c'est l'inverse. C'est la peau qui est douce et pas amère, et l'intérieur qui est très acide. Alors, c'est un fruit qui nous vient de Chine. Il faut savoir qu'il y a à peu près 900 ans, un botaniste chinois l'avait déjà repéré donc, dans les hauteurs des montagnes chinoises. Ça a été répertorié, mais ça fait qu'une petite, on va dire, une petite centaine d'années qu'il a fini par s'établir comme ça sur plusieurs continents, entre autres le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique aussi. Mais étant donné que ce n'est pas un fruit comestible, mais en fait, c'est pas un fruit qu'on va manger comme ça, comme l'orange de table ou la mandarine. Ce qu'il fait, c'est qu'il est juste rendu au rang de, on va faire des marmelades, des confitures ou voilà, tout simplement confit. Ce n'est uniquement ça. Mais il faut savoir aussi qu'il y a son côté esthétique, puisqu'il a toujours été un arbre d'agrément dans les jardins, parce que en fait, tous ces petits fruits comme ça pendant l'hiver, tout petits, c'est très joli. Les petits arbustes, c'est vrai que c'est pas un grand arbre. Exactement. Comme l'oranger. Et comparé aux autres agrumes, que ce soit oranger, citronnier, mandarinier et tout, la kumquat, elle peut être cultivée en pot. Donc on peut avoir ça dans son jardin, plutôt dans son balcon ou sur sa terrasse. Bien sûr, on le plante en pleine terre, c'est clair qu'il va prendre un peu de la hauteur, il fera, on va dire, 2 mètres, pas plus, hein, ça reste quand même un petit arbre. Mais bien entendu, si on le laisse en intérieur, sur une terrasse, on peut avoir des fruits. Donc il ne faut pas espérer des tonnes. Hein. 2-3 kilos de fruits, ça sera largement suffisant. Bien l'entretenir, évidemment. Et ça reste un bon dessert pour le mois de Ramadan. Exactement. C'est vrai que quand on en a marre de... Oui, t'es focalisée. Moi, je suis très gourmande. C'est vrai que le haml halo, ou alors, comment on appelle ça, le truc aux amandes, là. Pastilla. Pastilla, j'aime beaucoup. La pastille, j'aime beaucoup, mais aussi... Non, en restant toujours dans le... Voilà, je sais. Tout ça, c'est bon. Et Etouina aussi sur la table, c'est toujours Exactement. agréable. Donc, un très bon dessert à essayer de favoriser. Pourquoi pas faire de la confiture de la marmelade et mettre ça dans nos frigos, plutôt dans nos placards et tirer ça pendant le Ramadan. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mariam. Juste un dernier petit détail, oui, je t'en prie. Donc, juste donner le prix. Donc, il faut savoir que ça coûte entre 300 et 350 dinars le kilo. Et par contre, on n'arrive pas à le retrouver aussi abondamment qu'autrefois. Il faut vraiment faire le tour des marchés pour pouvoir trouver Etouina. Voilà. Absolument. Merci. Et ceux qui le trouvent donnent l'adresse aux autres. Absolument. Voilà. Allez, on va créer une page comme ça. C'est ça. Etouina.com. Voilà. Merci beaucoup, Mariam. Merci beaucoup, Riyad, pour ces précisions. Donc, merci à ceux qui sont avec nous depuis ce matin. Tout de suite, dernière ligne droite avec de la couleur, de l'art. Donc, l'univers d'un artiste en particulier. Donc, il s'agit d'Ahmed Salah Bara qui va nous rejoindre dans un moment après ce reportage, qui va nous faire découvrir toute la beauté de Sharia, révélée bien sûr grâce à ce manteau blanc, la neige. Et c'est Sarah Derbel qui nous y emmène.
Généreuse en neige, Ahmed et Moussa vont enfin pouvoir pratiquer leur activité favorite, la randonnée sur neige. Passionnés d'aventure et de sensations fortes, les deux jeunes randonneurs ont opté pour le Manchrea pour bivouaquer, et ce, malgré un temps glacial. La neige atteint 1 mètre d'épaisseur, mais cela ne semble pas décourager nos jeunes randonneurs. Après plusieurs heures de marche, ils trouvent enfin un lieu de campement. À quelques minutes avant le coucher du soleil, la température chute à 0 degré et la nuit s'annonce difficile. Notre pays est magnifique, nous devons le découvrir. Nous sommes habitués à faire des randonnées et des bivouacs. Nous avons passé une nuit sur les hauteurs de Shri'a et maintenant nous reprenons le chemin du retour. S'évader le temps d'un week-end en optant pour la montagne, son air frais et vif et ses grands espaces pour se détendre. Randonnée, ski et plusieurs autres activités tout aussi attrayantes sont pratiquées à Shri'a. Un véritable espace pour faire le plein de bonne humeur. Voilà, ça fait rêver, hein. J'espère que vous en profiterez. Les week-ends se succéderont et donc voilà, allez-y, profitez avant la période des vacances, hein. N'attendez pas. En tout cas, on est ravis pour cette dernière ligne droite de réchauffer un peu l'atmosphère avec un univers plastique tout coloré, un prisme donc de couleurs et une palette vraiment très intéressante que vous pourrez découvrir actuellement à la Galerie Racine. Donc il y a pignon sur rue et donc si vous voulez vous réchauffer du froid, allez-y, profitez aussi de réchauffer un petit peu votre esprit avec notre artiste Ahmed Salah Bara. Marhaba, bienvenue. Voilà, donc notre artiste vient de Soukharas et il présente son univers au public algérois, soutenu par un ami ici présent. Il s'agit donc de monsieur Mohamed Saïdi, qui est organisateur d'événements culturels, mais aussi membre de la fondation Zhour Zerari pour la mémoire, la culture et la science. Bienvenue. Merci pour votre Voilà, vous avez tenu à soutenir cet article. Parfaitement, bien sûr. Nous sommes dans ce registre-là pour les artistes. Nous souhaitons que cette action puisse se généraliser à d'autres artistes aussi. Inch'Allah. Actuellement, c'est une fondation qui a tenu à accompagner M. Ahmed Salah Bara, qui a un registre très très coloré. Oui, absolument. Et qui a tenu à le partager à Alger avec ses fans. Une palette très intéressante pour notre ami ici présent. Donc voilà, vos débuts sont différents de ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Vous avez commencé d'abord par le paysage, par la nature, les villes, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. Oui. C'est comme ça, la carrière d'un artiste. Le travail se change par le temps. Absolument. Alors j'ai commencé, actuellement j'expose 98 tableaux dans la galerie Rasm. Le thème c'est la femme. Tout le monde me dit pourquoi la femme exactement. Alors, oui, je ne vous le dirai pas, alors vous allez me le raconter d'emblée. Alors les femmes, pourquoi? Alors, allez, je l'ai dit quand même, je n'ai pas pu m'empêcher. Avant 2010, j'ai beaucoup d'autres thèmes, c'est-à-dire j'ai fait des paysages, des villes, des portraits, des paysages, même les tableaux pour ma ville, Soukharas, c'est pour mon village, Oued Kibrit. Mais à partir de 2010, j'ai commencé à travailler dans le thème actuel. Oui. Parce que chaque fois, je travaille un thème. J'ai dit avant 10, entre 2000 et 2008, j'ai fait le thème des paysans. Il y avait uniquement l'homme. C'est-à-dire la vie quotidienne des paysans, la récolte, la récolte de la terre, la moisson. Dans votre région à Soukharas, on retrouve plus des paysans à l'extérieur. C'est pas un petit peu comme la Kabylie où la femme s'intègre complètement dans l'action, dans l'activité rurale et agricole. Mais la femme est dans l'art aussi. Oui, bien sûr. Il est artiste parce qu'en vérité, il est né dans un environnement artistique. Oui. Et sur 3 générations. Oui. Donc, et tout le monde est artiste en fait. À Soukharas, il y a une élite, vraiment, tout le monde. Pas forcément élite. Tout le monde lit, tout le monde a une passion. C'est toute la société qui est dans la culture. C'est-à-dire qu'il y a l'un des premiers salons des arts plastiques internationaux en Algérie, c'est à Soukharas. D'accord, oui, tout à fait. Et là, les générations où il a grandi, c'est un environnement totalement artistique. Et avant, tout était harmonieux, parce qu'on puisait les matériaux et tout ce qu'il y avait à intégrer dans l'œuvre. L'œuvre était au quotidien. C'était des instruments d'usage quotidien.
et c'était intégré dans... Voilà. Ce sont des œuvres très détaillées, on le voit. Il y a bien qu'avec une touche très personnelle et très, très intéressante, mais il est un petit peu comme le faisait avant Mohamed Rassim, dans la nostalgie de ce passé, la nostalgie de cette tradition, de cette beauté de vie. Oui, exactement. Oui. Moi aussi, j'ai fait la nostalgie dans mes peintures. J'ai évoqué Elle est très scènes belle, cette image. Elle est très belle, ces 4 femmes comme ça, habillées à Kimashawiyya. Oui, bien sûr. Oui. Alors moi, le thème actuel que j'ai fait, c'est la femme, mais les scènes sont évoquées du passé, c'est-à-dire de mon enfance. Il y avait des femmes à la maison, c'est-à-dire il y a ma mère, ma belle-mère, mes soeurs, les voisines. J'ai évoqué les scènes du passé, même les scènes de mariage, le travail, l'artisanat. Ma mère était une artisane, elle faisait des objets de l'argile et puis elle les ornait avec une peinture extraite de la pierre du fer brut, qu'on appelle la minerie, parce que la gare est en face de la maison. Chaque fois, quand le train passe dans la gare, il vient du gisement de fer de Lonza vers Annaba. Alors, nous étions des enfants et nous apporter les pierres du fer pour ma mère. Une fois que la pierre se met à l'eau, la poussière de la pierre est devenue peinture. Alors, ma mère, elle faisait des signes berbères sur les pots de l'argile. En même temps, elle fait d'autres choses, c'est-à-dire la broderie, la couture, le tissu. Ma mère était ma première école. Oui, voilà. Oui, vous êtes autodidacte justement, vous vous êtes abreuvé de tout cet environnement. Oui, bien sûr, l'environnement, même pas uniquement la vie, les scènes de vie quotidienne, mais aussi l'environnement. Moi, j'appartiens à une région très riche, historiquement et culturellement. Absolument. Oui, bien sûr, c'est l'axe de la culture berbère. Chez nous, il y a le Mador, où il y avait la première université dans le monde, là où vécut l'auteur du premier roman dans le monde, appelé de Mador. Il y a aussi Saint-Augustin, Sainte-Monique, Sainte-Crispine, Martialis Capilla, Alupius de Tagaste. Alors, et même les villes, les ruines, les sites archéologiques, c'est-à-dire Mador ou Khmissa, même Sougaras, j'ai investi ça dans la peinture, dans les tableaux, dans le passé, c'est-à-dire, parce qu'actuellement, j'ai fait un autre thème. Actuellement, vous êtes axé sur la femme. La femme, bien sûr, on a vu maintenant les aspects traditionnels. Je ne sais pas si on peut nous montrer en régie cette image où il y a des carrés de couleurs, donc inspirés de Mondrian. Et d'un grand styliste aussi qui s'est inspiré, lui, des grands artistes et peintres du monde. Oui, exactement. La majorité de mes tableaux sont inspirés du passé, c'est-à-dire la vie orientale chez nous. Ce sont des Maghrébins, c'est-à-dire ça appartient à l'Orient. Mais actuellement, j'ai commencé à faire des scènes modernes. Oui. L'artiste peintre inspire de l'entourage, de la vie quotidienne, ou autrement de la vie dans tout le monde, c'est-à-dire il y a parce qu'on capte maintenant, on est à l'ère de la technologie, on est citoyen du monde dans cette petite terre, donc qui est devenue un village. Non, mais donc, surtout l'itinéraire de l'artiste. Il se doit de s'inspirer des courants de la peinture universelle. Et là, il a un registre très très varié. On ne retrouve pas uniquement le naïf, on retrouve la peinture contemporaine, on retrouve Van Gogh, Matisse, Manet, il y a une touche fauviste. On a l'impression que c'est vraiment Gauguin est présent, l'esprit de Gauguin tourne autour de nous. C'est une synthèse de tout cet héritage, effectivement. D'ailleurs, il y a un artiste de chez nous, le surréaliste de chez nous, Abdelrahman Barti, qui a parlé de notre ami Bara en disant qu'il a dans son pinceau 1000 ans d'histoire. Absolument. Et il a une peinture très très forte parce qu'il y a une force intérieure qui l'inspire pour peindre de la sorte. Oui, nous avons donné juste un petit avant-goût à ceux qui nous regardent ce matin, donc quelques tableaux, mais vous pourrez découvrir l'ensemble de cette très belle collection qui est signée donc Ahmed Salah Bara. À la galerie Rassim, donc avec toute cette profondeur, cette beauté, ce